Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va passer à la troisième partie concernant le chapitre d'arithmétique. Il y a deux grandes parties. Il y a le théorème de Fermat et il y a le système de numération. Et après, on va passer aux exercices. Je vais arrêter le cours complètement. On va passer aux exercices parce qu'on ne peut pas travailler comme ça un chapitre dans l'abstrait. Il faut passer à l'application et après, on tirera les conclusions à la fin. Ça y est, alors je commence. Théorème de Fermat. Il y a une propriété et il y a deux théorèmes. La première propriété, si vous voulez, on utilise ça dans les exercices, c'est les démonstrations que vous devez les faire en classe. Moi, je vous donne seulement les résumés. Alors, soit P, un nombre premier positif, c'est-à-dire c'est un entier naturel. S'il est premier, donc il est différent de 0 et différent de 1. Parce qu'on travaille dans l'ensemble 1, donc P est différent de 0, différent de 1. Ça y est, donc c'est à partir de 2. Pour tout entier naturel, n'importe quel entier naturel, si on écrit n plus 1 à la puissance P, ceci est congru à n puissance P plus 1 modulo P. Vous pouvez faire la démonstration en utilisant la référence. Ça, c'est le programme première science maths. Donc, je répète, si vous prenez n plus 1 à la puissance P et congru à n puissance P plus 1 modulo P, vous pouvez faire la démonstration en utilisant le théorème de référence. Théorème. Soit P un entier, soit P un nombre premier positif. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un nombre comme tout à l'heure, qui est différent de 0 et supérieur strictement à 1. Pour tout entier relatif, pour n'importe quel nombre relatif, vous avez A puissance P et congru à modulo P. Alors, je répète, s'il vous plaît, ici, il faut faire attention au cours. Regardez, ici, vous avez le nombre que vous avez ici, c'est le même que vous avez ici. Ici, vous avez la puissance 1. Donc, je répète, pour n'importe quel entier relatif, A puissance P est congru à puissance 1 modulo P. Ça y est? Il y a un théorème de Fermat, ce qu'on appelle le petit théorème de Fermat. C'est un théorème qui est très important. On l'utilise par exemple tout le temps dans les exercices. Soit P, un nombre premier positif, pour tout nombre entier relatif. Tout à l'heure, on n'avait pas posé de condition sur le A et le P. A, c'était un nombre quelconque. Mais maintenant, non. On pose la condition. P ne divise pas A. Ça y est, tout à l'heure, pas de condition. Faites attention, s'il vous plaît, en lisant les théorèmes. P, un entier positif, un premier positif, c'est la même chose. Ici, quel que soit appartenant à Z, ici, aucune relation avec le P, mais ici, non, le P ne doit pas diviser. Alors, si vous avez cette relation, alors n'importe quel élément qui n'est pas divisible par A, si vous pouvez avoir ici, si vous avez A puissance P moins 1, attendez, A puissance P moins 1, est congru à 1 modulo P. Voilà. Aucune relation entre celle-ci et celle-ci. D'après les données, bien sûr, on peut poser des hypothèses supplémentaires, mais regardez, A ici quelconque et A ici, P ne divise pas A. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a dit? A puissance P moins 1 est congru à, qu'est-ce qu'on a dit? Est congru à 1 modulo P. Ça va? C'est le petit théorème de Fermat. On l'utilise presque tout le temps. Presque tout le temps, une fois on dit Fermat, on dit ce théorème. Ça y est, c'est très courant. On rencontre souvent ce théorème. Alors, maintenant, système de numération. Système de numération, c'est un petit peu compliqué à comprendre au début, mais après, on peut lancer des calculs facilement. Vous remarquez ici, même, j'ai arrêté parce que j'ai envie de faire des exercices. Alors, je vous ai donné seulement c'est quoi ce système? Un système de numération est un ensemble de règles qui régissent une ou plusieurs numérations données. Qu'est-ce que ça veut dire? Point d'interrogation. Je vais vous expliquer. Je vous donne des systèmes qu'on utilise presque tout le temps, sans se rendre compte. Il y a le système décimal en base 10. Et il y a le système binaire en base 2. Les élèves qui sont doués en informatique savent que le système binaire, on dit 0 et 1. Ça y est, donc vous avez l'habitude de travailler avec ce système concernant les machines à calculer ou bien les ordinateurs. Ça va? C'est-à-dire l'informatique en général. Alors, pour le système décimal, quand on dit décimal, il y a 10. Ça y est, c'est-à-dire on utilise 10 chiffres pour représenter un nombre. C'est quoi ces chiffres? 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Ça y est, on va voir ça dans les exercices. Je vous ai donné un exemple.
Un exemple, regardez, vous prenez 2421. Alors, 2421, il y a les milliers, les centaines, les dizaines et les unités. Vous êtes d'accord? Les milliers, vous avez 2000, donc ça fait 2 fois 10 puissance 3, 2 fois 1000, 1000 c'est 10 puissance 3. Il y a les centaines, vous avez 400, c'est 4 fois 100, donc 4 fois 10 puissance 2. Clair? Il y a les 20, c'est-à-dire les dizaines, 2 fois 10. Il y a une constante. Constante, c'est 1 fois 10 puissance 0. Donc, vous remarquez, j'ai pris 2421. Je l'ai pris seulement en fonction de 10. Ce qu'on appelle le système décimal. Ça y est, vous ne rencontrez que les 10. Des puissances de 10. Les détails, on va les voir tout à l'heure. Système binaire en base 2. Un système binaire, c'est un système qui repose sur deux chiffres, le 0 et le 1. On a dit système décimal, vous avez de 0 jusqu'à 9. Le système binaire, vous avez le 0 et le 1. C'est tout. C'est un système qu'utilisent toutes les machines et tous les ordinateurs pour effectuer leurs calculs. Leurs composants électroniques sont caractérisés par deux étapes, on ou off, c'est-à-dire les machines, ou bien les ordinateurs, machines à calculer, les machines, c'est-à-dire moi je parle du côté informatique, et les ordinateurs travaillent seulement avec le 1 et le 10 et le 0. Vous allez me dire, quand on effectue un calcul somme, puissance, division, n'importe quoi, avec des chiffres, de 0 jusqu'à 9, oui, mais après, les ordinateurs et les machines transforment ça. Donc, c'est le domaine des électroniciens. Alors, je vous donne encore un exemple. Un exemple, prenez 200, n est égal à 253. Selon, je vais l'écrire dans le système décimal et dans le système binaire. Le système décimal, on a déjà vu tout à l'heure, vous avez 253, il y a 200, il y a 2 c'est-à-dire 2 fois 10 au carré, il y a les 50, les dizaines, c'est-à-dire 5 fois 10, il y a les unités, c'est 3. Donc ça donne 2 fois 10 au carré plus 5 fois 10 plus 3. Regardez ici, je n'ai rien écrit, mais tout à l'heure, il y a une conclusion. Parce que pour le moment, je ne fais que représenter. Je représente les nombres dans des systèmes, ou bien le système décimal, ou bien le système binaire. Pour le système binaire, pour le moment, je n'ai pas de bagage, parce que regardez, je dois effectuer un nombre de division, puisque je n'ai pas de bagage, donc j'arrête. Et je vais travailler d'une manière très simple. C'est que on a ici 253. Je travaille au niveau, par exemple, tronc commun. Ça y est, je ne suis pas au niveau détermination smart, j'ai 253. Alors, 253, je vais essayer de faire mes calculs. Les calculs, je n'ai envie de créer ça qu'avec des 2 et des 1. C'est tout. Regardez, il n'y a que des 2 et des 1. Bien sûr, les puissances de 2, parce qu'il y a deux nombres. Il y a le 1 et le 0, parce qu'on travaille dans le système binaire, il y a le 1 et le 0. Alors regardez, ici vous avez 1, 1, 1, 1, s'il vous plaît, la couleur rouge, vous avez les 1 et vous avez 0, 0. Voilà. Et vous avez les 2. C'est quoi les 2? C'est parce qu'on travaille dans le système binaire, il y a 2. D'accord? Tout à l'heure, on travaille dans le système décimal, il y avait 10, 10, 10, 10, 10. Ça va? Système binaire, vous devez avoir 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ça y est? Et ici, pour le système décimal, vous pouvez avoir des nombres, le 4, le 2, le 9, le 6, pas de problème. Regardez ici, vous avez 2, 3, 5 et 3. Mais le système binaire, vous ne devez avoir que le 1 et le 0. 1 et 0, ni plus ni moins. Ça y est, ici, vous allez remarquer qu'il n'y a que des 2, 2, 2, 2, parce que le système binaire, il n'y a que 2 nombres. Système décimal, vous avez des 10. Ça y est, donc on va travailler avec des dizaines. Ça va? Très bien. Alors maintenant, je suis au niveau de tronc commun. Je ne sais pas comment ça se passe. J'ai pris 253 et j'ai posé les puissances de 2. Alors, vous avez 2 puissance 0, c'est 1. 2 puissance 1, c'est 2. 2 puissance 2, c'est 4. 2 puissance 3, c'est 8. 2 puissance 4, c'est 16. 32, 64, vous allez me dire où je vais m'arrêter. Je ne dois pas dépasser 200. Alors, si vous prenez 2 puissance 7, ça donne 128. Ça va? Si vous ajoutez, c'est quoi la puissance? L'autre puissance, c'est 2 puissance 8. C'est-à-dire, je suis seulement celui-là, écoutez bien, il suffit seulement de multiplier ça par 2. Parce que le passage d'ici à ici, je multiplie par 2. Le 32 fois 2, ça donne 64. 64 fois 2, ça donne 128. Multipliez maintenant 128 avec 2, ça donne ici. Alors, je vais écrire, après je vais barrer. Ça va? Donc, je vais écrire, regardez, 8 et 8, ça donne un 16. Ça y est, attendez, je vais barrer. Ça donne un 7, 2 et 2, ça donne un 5. Voilà, ici, ça donne un 2. Donc ici, vous avez 256, moi je n'ai que 253. Donc, j'ai dépassé le nombre. Ça y est, c'est pour ça que je me suis arrêtée à 2 puissance 7.
Ça va? Bon. Comment je vais écrire ce nom? Alors, moi, je répète, je suis au niveau de tronc commun. Alors, j'ai pris 253. J'ai effectué une petite opération. J'ai écrit 128. J'ai ajouté 64. Je ne suis pas encore arrivé à 253. J'ai ajouté, regardez, que les puissances de 2. J'ai ajouté 32. Pas encore. J'ai ajouté le 16. Pas encore. J'ai ajouté le 8. Pas encore. Je ne suis pas arrivé à 253 parce que j'ai effacé les opérations. J'ai ajouté le 4 et je remarque qu'il me manque un seul point. C'est-à-dire s'il manque 1, parce que si vous faites ici cette somme, tout ça, de 128 jusqu'à 4, vous allez trouver 252. Mais moi j'ai besoin de 253. C'est-à-dire que je n'ai besoin que de 1. C'est-à-dire, regardez ici, j'ai laissé un vide, il n'y a rien du tout. Ici, il n'y a rien. Vous l'avez remarqué? Il y a le 4, mais il n'y a pas le 2 puissance 1. Ici, ce 2. Alors, regardez. Ce 2, il manque dans l'écriture. Donc, je vais mettre un petit rectangle. Ici, il n'y a rien du tout. Vous avez remarqué, il n'y a rien. Attention, ce n'est pas 0. Ça, c'est un rectangle, c'est-à-dire ici, voilà, un rectangle. Ça va? Donc, j'ai écrit tous les nombres. Une fois je suis arrivé à 4, j'ai trouvé que je suis arrivé à 252. Donc, pour compléter ce nombre, il me faut 1. Donc, je ne peux pas ajouter 2. Sinon, je vais dépasser le nombre 253. C'est-à-dire ici, il y a un vide, donc je suis obligé d'ajouter 1. Ça y est, maintenant, j'ai pris tous ces nombres et je les ai écrits sous forme de puissance. 128, c'est 2 puissance 7, 2 puissance 6, 2 puissance 5, 4, 2 au carré. Ici, il n'y a rien, donc 2 puissance 1. Il y a 1, c'est 2 puissance 0. Et maintenant, après les coefficients, j'ai pris un seul 128, c'est pas 1. Un seul 64, c'est pas 1. Un seul 32. Ici, je n'ai pas pris 2 puissance 1, donc c'est 0. Quand on ne prend pas, on met un 0. Ça y est, je n'ai pas pris de 2, donc c'est 0 fois 2. Le 1, c'est 1 fois 2 puissance 0. Ça y est, et voilà, j'ai écrit le nombre 253 dans le système binaire. Ça va? Alors, regardez la différence entre le système décimal et système binaire, ça dépend. S'il vous plaît, il n'y a pas seulement le système binaire, il y a le système décimal, on peut trouver d'autres systèmes. Et la preuve, regardez ici, j'ai écrit dans la base 4. Ici, j'ai écrit dans la base 6. Ça va? Donc, ça dépend de l'exercice. Il y a même des alpha, des bêta. On va voir c'est quoi alpha, c'est quoi bêta, on va voir ça après. Ça y est, c'est pour ça que j'ai envie de faire des exercices. Ça y est, avant de continuer le cours. Alors, ça y est, j'ai terminé. Maintenant, on va passer au théorème. Ça y est, ça, tout ça, ce n'est que la présentation. La présentation d'un système de numération d'une manière la plus simple possible. La plus, ça y est, pour des élèves des petites classes, c'est-à-dire jusqu'à tronc commun. Jusqu'en tronc commun, j'arrête. Maintenant, je vais passer aux élèves de termination SMAT. Alors, pour les élèves de termination SMAT, il y a 3 théorèmes. Il y a le premier, le deuxième et le troisième. Le premier, vous avez un nombre B de n-0,1, c'est-à-dire toujours je travaille à partir de 2. Pour tout entier naturel, il existe un quintuplet unique de R0 formé par R0, R1, R2 jusqu'à R3 unique, appartenant à 1, tel que A égale somme des RI, BI, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure. Voilà, c'est une somme. Même ici, c'est une somme. Ça y est, ça c'est dans le cas général. Les BI, c'est ce que j'écris ici, 2 puissance 7, 2 puissance 6, 2 puissance 5. Les BI ici, ce sont les 10. Voilà, les 10, c'est base. Voilà, voilà. Je prends base binaire et la base décimale. Regardez, ici, qui représente les BI, ce sont ici les 10. Et ici, ce sont les 2. C'est quoi les RI? C'est 2, 4, 2, 1. Les RI ici, c'est 1, 1, 1, 1 jusqu'à ça. Ça va? Et c'est une somme. Voilà, c'est une somme, donc je suis passé au cas général. Pourquoi unique? On peut trouver une seule écriture avec laquelle on peut écrire 251. De même pour 2421. Bien sûr, dans la base décimale, c'est la base binaire. Alors, quel que soit i, c'est-à-dire ici les indices, i variant de 0 jusqu'à k, quel que soit i appartenant à 0 jusqu'à a, les ri ne vont pas dépasser le B-1, de 0 jusqu'à B-1. Par exemple, si vous prenez ici le 2, si vous donnez, au lieu de 2, vous avez un 10. Admettons que vous avez un 10. Parce que le B ici, c'est 10. 10. 10 fois 10, ça donne 10 au carré. Voilà 10 au carré. Ça ne va plus être des unités, ça va devenir des dizaines. C'est-à-dire, on va passer des unités au dizaines ou bien des dizaines aux centaines, donc ça ne marche pas.
Ça y est. Et admettons, si on arrive, on va avoir des calculs où le R qui dépasse le B. Dans ce cas, je suis obligé de le rendre plus petit que B. Comment ça? On va passer aux exercices et vous allez voir. Ça y est. Et si vous avez, par exemple, le RK, c'est-à-dire RK, c'est le dernier, parce que le I varie de 0 jusqu'à 4. C'est-à-dire la dernière partie, ça va être RK, B, BK. Si vous avez A équivalent 0, donc automatiquement RK va être supérieur strictement à 0. Les détails, les démonstrations, vous allez les faire en classe. Et moi, je vous ai donné que les théorèmes. Bien sûr, pour comprendre, il faut faire des exercices. Ça va être le deuxième tableau, ça c'est la première partie, donc c'est-à-dire que ça va être dans la deuxième partie. Et on écrit A, c'est RK, RK-1 jusqu'à R2, R1, R0 dans la base B. RK, c'est le nombre dont j'ai parlé, RK supérieur à 0, strictement. C'est-à-dire, si vous avez RK est nul, ce nombre va disparaître. Et voilà ça, comment ça va être l'écriture. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on insiste sur le premier nombre. Alors, le premier nombre, je vais mettre avec une autre couleur. Voilà, voilà RK, ici RK. C'est très important, le premier nombre. Voilà, RK. Ça va comme ça? Très bien. Donc, je vais encadrer les théorèmes. Alors, ce théorème, ça s'arrête. Voilà, donc, voilà. Et voilà. Bien sûr, les B conditions. Alors, on dit qu'on a représenté A dans le système de numération de base B. Parce que ici, j'ai représenté ce nombre dans la base 4. Alors, maintenant, on va passer à l'application parce qu'ici, il faut arrêter le cours. C'est quelque chose qui n'est pas simple. Au début, après, ça, on va prendre l'habitude. Mais pour le moment, non. Alors, représentez les nombres suivants dans les bases B. Admettons, vous prenez A égale à 119. Je vais appliquer ce théorème dans l'exercice. Comme ça, vous allez comprendre. Vous allez trouver que ce n'est pas tellement difficile. A égale à 119. Je veux le représenter dans la base 4. Tout à l'heure, on a fait des petits tâtonnements, on a cherché les centaines, les dizaines, les unités, les milliers. C'est d'accord? Voilà. Mais maintenant, non. On va appliquer les règles. Alors, ça, c'est ce qu'on a fait le jour du bac. On veut travailler dans la base 4. Alors, si vous cherchez l'écriture de A, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre 119, diviser ce nombre par 4. Vous allez trouver 21, il va rester 3. Regardez les divisions. Ça y est, je vais mettre comme ça va être 13. Vous prenez 29, vous le divisez par 4, ça donne 7, il va rester 1. Vous prenez le 5, vous divisez par 4, ça donne 1, il reste 1. Vous prenez le 1, vous divisez par 4, ça donne 0, il reste 1. Après, vous prenez les restes. Mais seulement, il y a une chose. Vous les prenez dans ce sens. Là, vous voyez. Et voilà. Donc, regardez, en respectant ce sens, vous allez écrire 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3 dans la base 4. Et voilà. Clair? Je vais le même. On va faire le même travail. Regardez. 5312 dans la base 6. Donc, il faut avoir la machine à calculer. Faites attention aux divisions. J'ai divisé 5312 par 6, j'ai trouvé 885, il reste le 2. Par 6, il va rester, ça donne 187, il va rester le 3. Par 6, ça donne 24, il va rester 3. 24 divisé par 74, il va rester 0. Le 4 divisé par 6, ça donne 0, il reste 4. Ça y est, toujours le même sens. Comme ça y est. Et après, on écrit. Alors, regardez. 4, 0, 3 et le 2. Voilà. 4, 0, 3, 3. Ça va? Très bien. C'est-à-dire, dans le cas général, si vous prenez A, vous allez le diviser par B, vous allez obtenir ici Q0, ici on va obtenir R0. Prenez Q0, vous le divisez par B, vous allez obtenir ici Q1, le reste ça va être R1. C'est ce que j'ai fait, c'est la deuxième division. Après, vous divisez Q1 par B, vous allez obtenir ici Q2, et le reste, ça va être R2, ça va? Et on va continuer une série de divisions, ça y est. À la fin, qu'est-ce que je vais? À l'avant-dernière, après je vais passer à la dernière. Donc l'avant-dernière, ça va être quoi? B, ça y est. Je vais obtenir ici Q, K-1. J'obtiens ici R, K-1. Après, je divise Q, indice K-1 par P. Vous allez obtenir ici 0.
et le reste, il va rester R. Ça va? Voilà, toute une série de divisions. Après, on va remonter. Donc, voilà le sens. Il faut respecter le sens. Voyez? Et après, vous écrivez à côté d'un A. Donc, à côté d'un A, égal, vous allez avoir, vous commencez du bas vers le haut. Donc, vous allez avoir ici R, ici R. Voilà, ici, vous allez avoir, c'est le terme le plus important, toujours le premier, et puis le reste. Ça y est? Donc, vous allez avoir R, R-1, des pointillés jusqu'à R2, R1, R0. Ça y est? Et n'oubliez pas, on a effectué les divisions dans la base B, donc voilà le trait, et mettez ici le trait. Et voilà, ça va comme ça. Ça, c'est dans le cas général, donc je vais en faire une. Et voilà, maintenant c'est correct. Donc j'ai effectué deux divisions, la première et la deuxième. Ça va? Ça, c'est dans le cas particulier, ça, c'est dans le cas général. Ça va? Maintenant, les deux derniers théorèmes. Alors, comme vous voyez, j'ai repris les derniers théorèmes de tout à l'heure. Voilà. J'avais envie de donner une petite application à côté pour bien comprendre, parce que c'est pas évident du tout. Il y a trop de calculs, vous allez voir, c'est pas simple du tout. Alors, dans ce cas, c'est que ces trois théorèmes concernent quoi? La comparaison entre des antinaturels, pour l'instant, théorème de comparaison des nombres représentés dans la même base. C'est-à-dire les nombres s'ils ne sont pas représentés dans la même base, par exemple x et y, regardez dans le troisième théorème, si vous prenez un x qui s'écrit sous forme de an-1 jusqu'à, vous avez a de a1, a0 dans la base B, y, cm, cm-1, c2, c1, c0 dans la base B, vous pouvez appliquer la somme, le produit, ça va, on peut effectuer des opérations, mais si vous n'avez pas la même base, vous êtes obligé de rendre le x dans la base de y, ou bien le y dans la base de x. C'est-à-dire, si vous avez ici, dans l'autre tableau, j'avais pris deux nombres x et y, un écrit dans la base B et l'autre dans la base B', vous êtes obligé d'écrire x et y tous les deux, ou bien dans la base B, ou bien dans la base B'. Après, vous pouvez les comparer. Ça va? Alors, on reprend. Vous avez un antinaturel n, B, appartenant à n, moins 0,1, c'est-à-dire à partir de 2, dans les trois théorèmes, le deuxième théorème et le troisième théorème, la même chose. Pour tout entier naturel, il existe un K plus 1 couplet unique, RK moins 1, des pointillés R1 jusqu'à R0, tel que n va s'écrire sous la forme de sigma, i égale à 0 jusqu'à K de RI, BI. C'est quoi les restes? C'est quoi les RI? Les RI sont les restes de la division euclidienne. Ça y est, donc les RI appartiennent à l'ensemble 0, 1, 2, 3 jusqu'à B-1. Ils ne doivent pas toucher le B-1, toujours c'est moins B-1. Vous allez me dire pourquoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris ces théorèmes à côté d'une application. Vous allez comprendre. Je vais vous montrer comment, qu'est-ce que ça veut dire. Le RI ne doit pas dépasser le B-1. B-1, c'est le plafond. C'est la dernière part, le dernier nombre que peut prendre BI, RI. Et B-1, c'est le plus grand nombre de cet ensemble. Ça y est? Pour les I, appartient de 0 jusqu'à là, parce que regardez, de 0 jusqu'à là. Ça y est? Et si le n est différent de 0, le RK, c'est-à-dire le premier, regardez, le premier doit être strictement positif. Voilà, ça y est, voilà, strict, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de prendre la valeur 0. Parce que si vous enlevez ça, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir ici K-1. Ça y est, donc dans ce cas, je vais mettre le Rn avec une autre couleur. Ça y est, donc si vous avez n différent de 0, voilà le RK, ça va. Vous allez me dire, regardez, pour bien expliquer, regardez le premier. Vous avez vu? Il y a un 1. Et les autres pouvaient avoir des 0, pas de problème. Mais le premier doit être non nul. Regardez. Parce que si vous n'avez pas ici le 1, vous allez commencer à partir de 0. Ça y est? Alors, dans ce cas, si vous avez un nombre qui n'est pas nul, le premier nombre, RK, doit être différent de 0. Ça y est? Donc, je vais le reprendre. Les exercices et les démonstrations, vous allez les faire en classe. Alors, deuxième théorème. Si vous avez n qui s'écrit sous forme de RK, RK-1, R1, R0 dans la base B, alors n'importe quel antinaturel qui s'écrit sous cette forme, il va être compris entre B puissance K et B puissance K plus 1. Il peut atteindre B puissance K, il ne peut jamais atteindre B puissance K plus 1.
tout ça, les démonstrations, parce que quand on donne un théorème, on donne sa démonstration en classe. Donc ici, au lieu de donner les démonstrations, je vais les appliquer dans les exercices. Maintenant, le dernier théorème, soit B toujours un entier naturel différent de 0, 1, soit x, y avec x va s'écrire sous forme de an moins 1 jusqu'à à 0. Ça y est, ici, vous avez ici un n, ça va, ici vous avez un 1. Ça y est, alors, voilà, ça va? Voilà, alors la question, si vous avez le n est plus petit que 1, alors je vais écrire avec d'autres couleurs, si vous avez n plus petit que 1, alors le x va être plus petit que y. C'est-à-dire ici, vous remarquez, ce sont des comparaisons. Voilà, je répète, si vous avez n plus petit que 1, donc x est plus petit que y. Maintenant, si vous avez n égale à n, deuxième condition, si vous avez une égalité, alors n est égal à n. Alors ici, qu'est-ce qu'il suffit de faire? De comparer les AI avec les C et CI, les CJ. Donc vous avez AN égale CM, AN moins 1 égale CM moins 1, AK plus 1 est égal à CK plus 1. Jusqu'ici, tous les nombres sont égaux, 2 à 2. Mais en arrivant à AK, on trouve que AK est plus petit que CK. Une fois que vous trouvez le premier, les deux premiers, une dans l'écriture de X et l'autre dans l'écriture de Y, et vous avez AK, je répète, le même indice, AK avec C4, c'est-à-dire si vous avez A4 avec C4, A5 avec C5, si vous trouvez AK plus petit que CK, automatiquement X est plus petit que Y. Ça y est, ça c'est dans le cas où vous avez N est égal à M, et sur quoi je vais me baser pour déterminer la comparaison sur le plus grand des deux nombres ou bien le plus petit des deux nombres. Ça va? Bon. Alors, pour cela, je vous ai donné un petit exemple très très simple. J'ai pris A égale à 132 dans la base 4 et B égale à 203 dans la base 4. Qu'est-ce que je demande? Je demande de calculer. Voilà la question. Calculer A plus B, calculer A moins B. Attention, ce n'est pas dans le calcul dans R. Ici, je travaille dans la base 4. La base 4. Mais si vous faites une petite remarque, regardez la dernière ligne. La dernière ligne de A plus B, la dernière ligne du produit. Regardez les coefficients. Ne regardez pas les puissances de 4, parce que le 4 c'est le B. Le 4 c'est le B. Et qu'est-ce qu'on a dit? Les RI sont toutes les valeurs. RI appartient à l'ensemble 0, 1, 2 jusqu'à B-1. Ils n'ont pas le droit de dépasser B-1. B-1 c'est le plafond. Ici, c'est quoi le B? Ici, B c'est 4. Je vais le marquer. Ici, vous avez le B, c'est 4. Si B est égal à 4, tous les coefficients, tous les RI ne doivent pas dépasser 4. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de prendre le 0, le 1, le 2 et le 3. C'est tout. C'est ça ce que ça veut dire, cette écriture. Ça y est, donc je répète, RI appartient à 0, 1, 2, 3 jusqu'à BI, B-1. Regardez, voilà les R. Ça y est, et vous n'avez pas le droit de dépasser B. La plus grande valeur, ça va être B-1. Et puisque ici, on a B qui est égal à 4, donc les seuls coefficients dont j'ai le droit d'avoir, le 0, le 1, le 2 et le 3. Clair? D'une part. D'autre part, vous avez A et B sont des nombres non nuls. Regardez, non nuls. C'est-à-dire le R par va être différent de 0. Le R par ici, c'est-à-dire le premier nombre que vous allez avoir ici, doit être différent de 0. Et pour cela, regardez A plus B, voilà le 1, ici vous avez 1. Clair? Maintenant les démonstrations. Alors j'essaie d'appliquer ces trois théorèmes. Ça y est. Alors, il n'y a pas de comparaison, je n'ai pas comparé, mais j'ai appliqué la somme et le produit, et pour cela, je vais utiliser ces théorèmes. Alors, suivez s'il vous plaît. Je vais travailler dans les petites classes. Toujours, vous prenez des choses simples. Prenez A plus B. Je n'ai pas ici travaillé, c'est-à-dire, je n'ai pas sauté d'étape. J'ai écrit étape par étape. Alors, on commence. Pardon. Vous avez le A. C'est à la 132 dans la base 4. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu dans le cours que si vous avez 132 dans ce nombre s'écrit dans la base 4, ça veut dire, regardez, il y a 3 chiffres, il y a le premier, deuxième, troisième. Ça, c'est la base 4 au carré, ici 4 puissance 1, ici 4 puissance 0. Donc vous allez avoir ici, vous avez un 1. Suivez s'il vous plaît, ici ce n'est pas un calcul normal. 1. Vous allez multiplier par 4 au carré. Vous êtes dans la puissance 2. Je répète, ça c'est la puissance nulle, puissance 1, puissance 2. Ça y est, toujours on commence par 0, 1 et 2. Par 0, 1, 2, 3. Ça y est, bon. Alors, ici vous allez avoir 1 fois 4 au carré. 3,
c'est puissance 1. 3 fois 4 puissance 1. Et le 2, c'est 4 puissance 0, c'est pas la peine de mettre. Ça, c'est dans la base 4. Regardez, il y a le 4 au carré, 4 puissance 1 normalement ici, vous pouvez avoir 4 puissance 0. Bien, pour le 203, la même chose. Vous avez le 2 en relation avec 4 au carré, le 0 avec 4 puissance 1 et le 3, 4 puissance 0. Vous remarquez, même si j'ai un 0, j'ai écrit. Vous voyez, pour ne pas se tromper. J'ai envie d'effectuer la somme. La somme, vous effectuez la somme normale, les 4 au carré avec les 4 au carré, les 4 avec les 4, les constantes avec les constantes. Où il n'y a pas de 4. Alors, vous avez un seul 4 au carré plus 2 4 au carré, ça donne 4 4 au carré. N'effectuez pas de calcul, s'il vous plaît. Pour la somme, faites que la somme. Vous avez un bonbon plus 2 bonbons, ça donne 3 bonbons. C'est comme ça qu'on travaille. Et ici, vous avez 3 fois 4 puissance 1 plus 0 fois 4 puissance 1. 3 plus 0, ça donne 3. Donc, vous allez voir 3 fois 4 puissance 1. Ici, 2 plus 3, c'est 5. Mais le 5 a dépassé le B. Une fois on dépasse B, on fait demi-tour. Qu'est-ce que ça veut dire demi-tour? C'est-à-dire, c'est quoi le 5? Il va s'écrire en fonction de 4. C'est-à-dire ça, je vais l'écrire sous forme de 4 plus 1. Vous avez compris? Un mouvement cyclique. On retourne à la base, toujours. Une fois qu'on dépasse la base, on retourne à la base. Donc, vous allez avoir 3 fois 4 au carré. 3 fois 4 puissance 1. Ici apparaît un autre nom. Ça, c'est pas un 4. C'est pas un 4 normal. Non. Ça, c'est 4 fois 1. Vous avez compris? C'est pas un 4. C'est 4 fois 1. Vous allez me dire pourquoi 4 fois 1? Parce que regardez maintenant. Vous avez 3 fois 4 au carré. Vous avez 3 bonbons. Un bonbon, c'est 4 puissance 1. 3 bonbons plus un bonbon, ça donne 4 bonbons. Ça y est, 3 fois 4 puissance 1 plus 1 fois 4, ça donne 4 fois 4. Et vous allez avoir 4 des 4 puissance 1. Plus le 1, le dernier. Or, 4 fois 4 puissance 1, si vous avez une puissance 1 plus 1, ça donne 2, ça devient 4 au carré. Donc vous allez avoir 3 fois 4 au carré, plus 4 fois 4 au carré, plus 1. Non, ici, je n'ai pas 4 au carré. J'ai 1 fois 4 puissance 5 fois 4 au carré. Même chose, vous avez 3 bonbons plus 1 bonbon, ça donne 4 bonbons. Donc 3 fois 4 au carré, plus 1 fois 4 au carré, ça donne 4 fois 4 au carré. Plus 1. Voilà. Clair? Bon. Or, 4 fois 4 au carré, ça c'est une puissance 1. Donc ça devient 4 puissance 3. Plus 1. Donc vous remarquez, il y a un vide ici. Et quand on écrit un système de numération, vous devez avoir toutes les puissances. Regardez toutes les puissances. De 0, vous devez avoir de 0 jusqu'à R0, R1, R2, R3. Si vous n'avez pas de nom, vous devez mettre des 0. Ça y est, vous devez avoir tous les noms, de A jusqu'à Z. Donc ici, j'ai la puissance 3, vous devez avoir la puissance 2, vous devez avoir la puissance 1 et les constantes. C'est 4 puissance 0. Ici, j'ai un seul 4 au cube, je n'ai pas de 4 au carré, c'est un 0, je n'ai pas de 4, c'est un 0 et une constante. Après, vous prenez les nombres, vous avez 1, 0, 0, 1. Dans cet ordre, attention, respectez l'ordre. Le 1, le 0 et 1. Et voilà, A plus B dans la base 4. Ça donne 1001. Ça va? En général, la somme est simple. Le produit, un petit peu difficile. Alors, on passe au produit. Le produit A fois B, c'est quoi A fois B? A fois B, c'est 1 fois 4 au carré, plus 3 fois 4 puissance 1, plus 2. Le voilà. Fois B. B, voilà B. Ça donne 2 fois 4 au carré, plus 0 fois 4 puissance 1 et plus 3. Ça y est, on va effectuer le produit, mais faites très attention, il ne faut pas effectuer le calcul d'une manière normale. Regardez. 1 fois 2, ça donne 2. 4 au carré fois 4 au carré, ça donne 4 puissance 1. Pour le premier. 1 fois 4 au carré, c'est 0 fois 0, c'est nul. Ça va disparaître. 1 fois 4 au carré, ça donne fois 3. Ça donne 3, 4 au carré. Ça y est, ne dites pas que 4 au carré, c'est 16 fois 3. Non, on laisse comme ça. On ne touche pas les puissances de 4. Parce qu'on travaille dans la base 4. Ne touchez jamais un 4. Vous le laissez tranquille. Je passe au deuxième. 3, c'est comme ça qu'on effectue, s'il vous plaît. Prenez ce nom, vous multipliez par tous les nombres. Le deuxième, le troisième. Respectez-le. Sinon, vous pouvez oublier un 2. Alors, 3 fois 4 puissance 1, vous allez multiplier par 2. 3 fois 2, ça donne un 6. Le voilà. Fois quoi? 4 puissance 1 fois 4 puissance 2, ça donne 4 puissance 3. Plus 3 fois 0, c'est 0. Plus 3, 4 puissance 1 fois 3, ça donne 4. Et ça donne 9, 4 et 4 puissance 1. Ne dites pas c'est 36. Non, non, on laisse les puissances de 4, on ne touche pas. Vous écoutez. 3 fois 3, c'est 9. 9 fois 4 puissance 1. Vous avez compris? Je ne touche pas les 4, je les laisse tranquilles. Si j'ai une somme de puissance comme ici, 4 au carré fois 4 au carré, oui, ça donne
4 puissance 4. Oui, j'ai laissé des puissances, mais je n'ai pas effectué de calcul. Je continue. Maintenant le 2. 2 fois 2, ça donne 4. 4 fois 4 au carré. 2 fois 0, c'est nul. 2 fois 3, ça donne un 6. Ça y est? Bon, je vais essayer d'arranger les écritures. Alors, regardez, les puissances de 4, vous avez que 4 puissance 4. S'il vous plaît, une fois je termine, vous devez refaire les calculs. Tout ça. Ça y est, parce que ce n'est pas évident du tout. Après, on apprend avec le temps, ça devient quelque chose de simple. Maintenant, les puissances de 3. Les puissances de 3, j'ai un 6. Les puissances de 2, vous avez un 3 et un 4, ça donne un 7. Les puissances 1, vous avez 9. Et les constantes, vous avez un 6, où il n'y a pas de 4. Clair? Mais maintenant, c'est mal écrit. Qu'est-ce que j'ai fait dans la deuxième? La première ligne, j'ai effectué les calculs. La deuxième ligne, j'ai arrangé les puissances. La troisième ligne, je vais décomposer les nombres. Une fois on dépasse, qu'est-ce que j'ai dit? Une fois on dépasse la base, je dois faire demi-tour. Ça y est, comme tout à l'heure, j'avais un 5, j'ai écrit sous forme de 1 fois 4 plus 1. C'est la même chose. Vous remarquez ici, le 6 a dépassé le 4, le 7 a dépassé le 4, le 9 a dépassé le 4 et le 6 a dépassé le 4. Donc, je ne peux pas continuer. J'arrête. Allez, on retourne à la caisse départ. 2, le voilà. C'est quoi le 6? C'est 4 plus 2. C'est quoi le 7? C'est 4 plus 3. C'est quoi le 9? C'est 2 fois 4 plus 1. N'écrivez pas 8, pas de 8. Ça y est, vous devez faire apparaître le maximum possible de 4. C'est quoi le 9? 9, c'est 2 fois 4 plus 1. Le 6, c'est 4 plus 2. Ça y est. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer d'une manière un petit peu spéciale. Encore, vous allez grouper les 4 qui ont la même puissance. Alors, les nombres qui ont la puissance 4. Alors maintenant, j'ai fait apparaître des puissances, de nouvelles puissances. Regardez, suivez. Pour les puissances de 4, j'ai déjà une puissance 4. Voilà, regardez, une puissance 4, là, voilà, c'est le 2. Et 4, écoutez bien, maintenant, les choses commencent à devenir un petit peu plus difficiles. 4 fois 4 puissance 3, c'est 4 puissance 4. J'ai fait apparaître un autre 4 puissance 4, et dans ce cas, le coefficient, ça va être 1. Je répète, ici, vous avez un 2. 4 fois 4 au cube, c'est 4 puissance 4. C'est pas 4 puissance 4, c'est 1 fois 4 puissance 4. Le voilà le 1. J'ai terminé avec les puissances de 4. Maintenant, je passe aux puissances de 3. Puissance de 3, je vais mettre des lignes. Regardez, alors puissance de 3, je crois qu'il vaut mieux mettre les traits 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Concernant les puissances de 4. Ça va? Très bien. Ça, concernant les puissances de 4. Je passe maintenant aux puissances de 3. Puissance de 3, vous avez 4 puissance 3, vous avez 1, 2, 3. Les puissances de 3, voilà un autre 4 fois 4 au carré, ça donne 4 puissance 3. Un autre, voilà, 1, 2, 3. Groupez. Ici, vous avez un 2. Ici, vous avez un seul 4 puissance 3, le voilà. Et j'ai terminé. Clair? Maintenant, je passe au 4 au carré. Alors, pour les 4 au carré, 2 traits. Vous avez un 2. Voilà, 4 fois 4, c'est un 4 au carré, donc voilà 2 traits. Donc, vous allez avoir ici un 3, ici un 2. Vous avez compris comment je fais? Comme ça, vous allez trouver le calcul plus simple. À effectuer. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste un autre 4. Voilà, maintenant les 4, un seul trait. Les 4, vous avez un trait ici, un trait ici. Donc, vous allez voir 1, ici plus 1 et le 2. Clair? Je continue. Ici, ça devient 3. Ici, 3. Ici, 5. J'ai dépassé la base. Une fois que vous dépassez la base, demi-tour. C'est quoi? C'est un 5. C'est quoi? Un 5, c'est 4 plus 1. 4 au carré. Ici, 1 et 1, c'est 2. Ici, c'est 2. Clair? Je continue. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Le 3, je n'ai pas touché, mais j'ai fait apparaître un autre 4 au cube. Donc, ici, 3 traits. 4. Voilà, au cube. Et 4 fois 4 au carré, c'est 4 au cube. Voilà un autre 4 au cube que j'ai fait apparaître. Alors, on retourne. Le 3, le voilà. 3 plus 1. 4 fois 4 au carré, c'est 1 fois 4 au cube. Le voilà le 1. 4 au cube. Qu'est-ce qui reste? Il reste les 4 au carré. Il y a un seul 4 au carré. Voilà, un seul. Il y a un seul 4. Ça y est. Alors, je vais mettre le 2. Un seul 4. Il y a des constantes. Clair? Faites la somme. 3 encore. 3x puissance 4. J'ai fait apparaître un 4 au cube. 3 plus 1. Ça devient un 4. 4 fois 4 au cube, c'est 4 puissance 4. Donc ici, vous allez avoir 1, 2, 3, 4. Et ici, vous avez 3 avec 1, 2, 3, 4. Attendez. 4 traits. Attendez, s'il vous plaît. Alors, pour les 4 puissances, qu'est-ce qu'on a? 4 puissance 4. Ici, vous avez 1, 2, 3 et 4. Qu'est-ce qu'on a dit? 1, 2, 3 et 4. Et ici, vous avez 1, 2, 3, 4.
Ça y est, donc ça devient combien? Vous avez 3 des 4 puissance 4, 3 plus 1, ça donne 1, 4. 4 fois 4 au cube, c'est 4 puissance 4. Un autre 4 puissance 4, il va apparaître. Et les 4 au cube ont disparu. Ça y est, parce que 3 et 1, ça donne 1, 4. 4 fois 4 au cube, ça donne 4 puissance 4. Et ça, je vais les grouper avec les 4 puissance 4. Et par conséquent, les 4 au cube ont disparu. Ça y est, il reste 0. Plus de 4 au cube. Ici, 1 fois 4 au carré, 2 fois 4 et 2. Ça y est, maintenant je vais arranger les calculs. 3 plus 1, ça donne 1, 4. Ah, maintenant je suis passé au 4 puissance 5. Dans ce cas, c'est plus de 4 traits, c'est 5 traits. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 traits. Ça y est, 3 plus 1, c'est 4. 4 fois 4 puissance 4, ça donne 4 puissance 5. Vous allez avoir 1 sur 4 puissance 5. Et les 4 puissance 4 ont disparu. J'ai 1, 0. Les 4 au cube, plus de 4 au cube. Les 4 au carré, j'ai 1. Les 4 puissance 1, c'est 2 et 2. Et voilà, maintenant, ça y est, c'est terminé. Regardez l'option 1, 0, 0, 1, 2, 2. Ça y est, maintenant, j'ai des nombres qui sont plus petits que la base. Donc, vous allez avoir 1, 0, 0, 1, 2, 2. Voilà, donc vous allez avoir A fois B. Il va s'écrire sous forme de 100 122 dans la base 4. Et voilà, j'espère que vous avez compris. S'il vous plaît, il faut refaire les calculs, c'est pas évident du tout. Ça y est, surtout le jour du bac, si on vous donne des calculs pareils, il faut faire très attention parce que si on rate un nombre, on perd les pédales. Ça y est. Et surtout si vous avez les questions enchaînées. Ça va? Et voilà, donc maintenant on va passer aux applications. Alors s'il vous plaît, maintenant on va passer aux applications. Je vais appliquer le théorème de Fermat et en même temps les critères de divisibilité. Je vais commencer une petite application, ça c'était un bac. On va appliquer la division euclidienne par 11. Puisque ici on travaille avec le nombre 11, j'ai appliqué ici le critère de divisibilité par 11. Comme vous remarquez, il y a deuxième méthode, première méthode, deuxième méthode. Donc concernant la première question, je vais vous donner ici deux méthodes. Ça y est, et après on va essayer de répondre aux autres questions. Après vous allez trouver un autre exemple, deuxième application, où je vais travailler avec les congruences. Ça va? Très bien. L'année dernière, on a déjà vu en première sciences maths cet exercice, mais on l'a démontré en appliquant le théorème, c'est-à-dire en appliquant le raisonnement par récurrence. Mais cette année, je vais essayer d'appliquer les congruences. Ça y est, modulo 7, parce que ici, divisibilité par 7. Alors, dans les prochaines vidéos, je vais vous donner les critères de divisibilité par le 2, par le 3, par le 5, par le 7, par le 11, par le 25. Vous allez voir ça après, ça y est. Mais dans cet exercice, puisque on utilise ici la division euclidienne par 11, c'est pour ça que je vous ai donné, j'ai appliqué critères de divisibilité par 11 dans la deuxième méthode. Ça va? Alors, je commence la première méthode. Vous avez un entier naturel qui s'écrit sous cette forme. Vous avez 2010 fois le 1 se répète. Le 1, je répète, le 1 se répète 2010 fois. Montrez que le 11 divise n. Deuxième question, vous allez montrer que 2011 est un nombre premier. On a déjà vu ça dans le cours. Montrez que 2011 divise n et en déduire que 22 121 divise n. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais obligée d'arrêter le cours. Je vais vous donner d'abord des petites applications, comment on fait pour appliquer les propriétés, les théorèmes. Après, on continuera le cours. D'accord? Alors, je commence. Première méthode. Vous prenez le nombre n. Vous remarquez que vous n'avez que 1, 1, 1, 1, 1. Donc, c'est-à-dire ce nombre, vous pouvez l'écrire sous forme. Vous allez avoir 10 puissance 9, c'est-à-dire 2009, 0 et le 1. Parce que si vous avez 2010 chiffres, ça y est, donc ici, les 0, vous allez avoir 2009, 0 et le 1. Après, vous allez avoir 2008, 10 puissance 2008, 10 puissance 2007, 10 puissance jusqu'à 10 au carré, 10 puissance 1 et 10. Admettons, si vous prenez, je vais écrire ça, après je vais l'effacer. Attendez, voilà, regardez. Si vous prenez, regardez, j'ai une petite place libre, regardez. Si vous prenez, par exemple, 10 puissance 4. Alors non, attendez. Si vous avez 1, 2, 3 et 4. Vous avez 1111. Vous allez l'écrire sous forme de 1100. 10 et le 1. Vous avez vu, si vous faites la somme, vous allez obtenir ce nombre. C'est-à-dire ici, vous allez avoir 10 puissance 3, plus 10 au carré, plus 10 puissance 1 et plus 10 puissance 0. Ça y est, ici, vous avez combien de chiffres? Vous avez 4 chiffres, 4 fois.
Ça y est, il se répète 4 fois et pourtant la puissance c'est 3. Pourquoi? Parce que vous comptez le nombre de zéros. Donc ici, au lieu de 1, 1, 1, on va avoir 0, 0, 0. Après, vous effectuez la somme. Clair? Voilà. Alors ça, dans ce cas, si vous avez 2010 fois, le nombre 1 se répète 2010 fois. Par conséquent, on va avoir 2009, 0. Ça y est, donc je passe pour laisser le tableau. Voilà, ça y est, alors. Maintenant, on continue. Alors, c'est quoi ça? Pour nous, c'est une suite géométrique dont la raison est égale à 10. Donc, vous allez avoir 1 moins 10 puissance 2010 sur 1 moins 10. Si vous voulez changer les places, vous allez avoir 10 puissance 2010 moins 1 sur 9. Ça va? Mais ça, c'est un nombre pair. Vous pouvez l'écrire sous forme de 10 fois 1005. Regardez, 2 fois 5, ça donne 1 10. Et 2 fois 1, ça donne 2 fois 10, ça donne 1 20. Donc, ça donne 2020. 2010. 2010, la moitié, c'est 1005. Ça va? Très bien. Alors après, qu'est-ce que je fais? Je vais appliquer une sous forme, ça s'écrit sous forme d'une identité, c'est la forme x puissance 1005 moins 1. C'est quoi ça? C'est x moins 1, je répète, x c'est 10 au carré. Donc x moins 1, facteur x puissance 0 plus x puissance 1 plus x puissance 2 jusqu'à x puissance 1004. Parce que vous avez 1005, déjà vous avez un x ici, donc ici vous devez retrancher. Ça donne 1004. Sur 9. Clair? Tout ce dont j'ai appliqué, pour ne pas le répéter, c'est un nombre positif. Mais c'est quoi 10 au carré? C'est 100. 100 moins ça, c'est 99. Donc ici, vous allez avoir 99 fois k sur 9. Et voilà. Divisez 99 par 9, vous allez avoir 11k. Donc, elle est égale à 11k, c'est-à-dire 11 divisé par divise 1. Clair? Voilà. Ça, c'est pour la première méthode. Et la deuxième méthode, c'est l'application des... Ça, on a utilisé les suites. Ça va? Ici, on va utiliser l'arithmétique. Ça y est? Donc, deuxième méthode, on va appliquer le critère de divisibilité par 11. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Et on va étudier les critères de divisibilité par le 2, par le 3, par le 5, par le 7, par le 11, par le 25, je ne sais pas, vous allez avoir plusieurs sortes de critères. Alors, pour l'instant, on va utiliser le 11. Alors, c'est quoi le critère de divisibilité par 11? Tous les nombres n divisibles par 11, tous les nombres qui sont divisibles par 11, s'écrivent sous la forme de n et congrue à sigma du i égale à 0 à k moins 1 puissance i ri modulo 11. Je répète, tous les nombres qui sont divisibles par 11, c'est-à-dire si 11 divise un nombre n, ce nombre n va être congru à sigma i égale à 0 jusqu'à k moins 1 puissance i ri modulo 11. Alors vous allez me dire comment ça va se passer tout ça. Regardez, ici c'est une démonstration. Ça y est? Alors regardez. C'est quoi ce n? Vous pouvez prendre ici n'importe quel nombre de fois, le nombre se répète, ce que vous voulez. Ici, on a 2010 fois. Alors, je vais commencer par le 0, c'est-à-dire le début de la démonstration. C'est quoi le 1? Si vous divisez 1 par 11, vous allez avoir 0, il va rester 1. Donc 1 est conclu à 1 modulo 11. C'est quoi 1? 1, c'est moins 1 puissance 0. Ça va? Bon, je continue. C'est quoi le 10? Si vous divisez le 10 par 11, je ne suis pas encore arrivé au plafond. Le plafond, c'est le 11. Je ne suis pas encore arrivé. C'est un 0. Vous êtes d'accord? 0, et il va rester combien? Il va rester 10. Mais dans la congruence, vous pouvez avoir ici un nombre positif comme vous pouvez avoir un nombre négatif. Maintenant, comment j'ai fait pour avoir le nombre négatif? Écoutez bien, qu'est-ce que vous allez faire? Puisque ce nombre est plus petit qu'un... Écoutez bien, s'il vous plaît, il faut enregistrer. Puisque ce nombre est plus petit qu'un multiple de 11, plus petit qu'un multiple de 11, donc je peux l'écrire avec des nombres négatifs. Comment j'ai fait? J'ai écrit 10 moins 11. 10 moins 11, et ça donne moins 1. Je ne sais pas. Alors, venez, regardez, qu'est-ce que je vais faire? Si vous prenez la divisibilité par 5, regardez, diviser 4 par 5, qu'est-ce que vous allez trouver? 0, il va rester 4. Vous êtes d'accord? Ça veut dire 4 est congru à 4 modulo 5. Ici, j'ai pris la division par 5. Mais maintenant, je n'ai pas envie d'avoir un 4, j'ai envie d'avoir un nombre négatif. Qu'est-ce que vous allez écrire? 4 est congru, écrivez 4 moins 5, ça donne moins 1 modulo 5. Et voilà, clair? Divisibilité par 3, vous divisez le 2 par 3, regardez, 4 est plus petit qu'un multiple de 5, le 2 plus petit qu'un multiple de 3. Vous savez, je parle des nombres positifs s'il vous plaît, ça y est? Donc, si vous divisez ici, c'est 0, il va rester 2, donc vous allez avoir 2 et conclu à 2 modulo
2 modulo 3. 2 modulo 3. Ça y est, j'ai envie d'avoir un nombre négatif parce que 2 est plus petit que 3. Donc 2 est congru à 2 moins 3. Ça donne moins 1 modulo 3. Et voilà, vous avez compris? Donc le 10, il est plus petit que 11. Alors, puisqu'il est plus petit que 11, 11 c'est un multiple de 11. Ça y est, et par conséquent, vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a dit? 10 est congru à moins 1 modulo 11. Clair? Bon. Maintenant, je vais essayer de tirer une conclusion. Regarde, c'est quoi le 1? Le 1, c'est moins 1 puissance 0. Clair? Le 10, moins 1, c'est moins 1 puissance 1. Le 10 au carré. On a vu dans les propriétés de congruence, si vous avez A est congru à B modulo n, donc A puissance n est congru à B puissance n modulo 11. Donc si vous effectuez ici la puissance, c'est-à-dire si vous mettez ici au carré, ça va être aussi au carré. Voilà, j'ai appliqué directement la puissance. Donc ici au carré, vous allez avoir, voilà, ici c'est 1, 2. Et voilà, et ça donne 1. 10 au cube. Mettez ici au cube, ici au cube. C'est un nombre qui est puissance impaire, le moins va résister. Mais en appliquant les puissances, alors ici, si vous avez 3, ici vous avez 3. Si vous voulez 1 c'est quoi? 1 c'est 10 puissance 0. Alors ça c'est 10 puissance 1. Ici c'est 10 puissance 0. Comme ça j'ai le 0. Ça va? Si vous prenez, qu'est-ce qu'on a dit? 10 puissance 3, ça donne moins 1 puissance 3. Parce que ici, regardez, ça va? Après, qu'est-ce que j'ai? 10 puissance 2009. N'oubliez pas que 10 puissance 2009, c'est un nombre impair. Regardez les nombres impairs. Le 1, le 3, le 5 vont être congrus à moins 1 puissance. Parce que si vous allez avoir une puissance, regardez, la puissance que vous avez ici, vous l'avez ici. Donc ici, vous allez avoir 2009. En classe, vous allez étudier ça avec détail. Ça y est, donc moi, je vous ai donné la démonstration d'un exercice, c'est-à-dire en effectuant, en appliquant ce critère. Et voilà. Donc ici, vous allez avoir un nom négatif, parce qu'il s'agit d'une puissance impaire. Clair? Et maintenant, vous allez faire la somme. Alors, j'ai le droit, si vous avez A congru à B modulo N, C congru à D modulo N, vous avez le droit de d'écrire A plus C et congru à B plus D modulo N. Vous êtes d'accord? Vous allez faire la somme de tous ces nombres, de 1 jusqu'à 10 puissance 9. Je répète, 1 c'est 10 puissance 0. Ça y est, donc effectuez la somme. Voilà, 10 puissance 0. Donc ici, les puissances, qu'est-ce qu'on a écrit ici? 2009, ça va? Le premier plus le dernier. Alors ici, vous allez avoir 10 puissance 0. Et là, voilà. Ici, la classe. Alors, sigma, vous allez avoir moins 1 puissance i. Alors, moins 1 puissance i. I variant de quoi? De 0 jusqu'à 2009. Donc, variant. Il vaut mieux mettre les puissances avec d'autres couleurs. Alors, 2009. Ça va comme ça? Et voilà. Ça y est. C'est une suite géométrique. Donc, c'est un moins 1 puissance. Regardez ici, 2009. Donc, ici, ça devient 2010. C'est une suite géométrique. De raison moins 1. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dit? 2009, donc ici ça donne 2010. Voilà, 2010, ça va comme ça. Sur 1 moins, ça y est, et multiplié par le premier terme. Le premier terme, c'est moins 1 puissance 0, moins 1 puissance 0, c'est 1. Je n'ai pas lu. Sinon, vous allez écrire ici, voilà. Si vous voulez. Sinon, ce n'est pas la peine. C'est quelque chose de positif. Clair? Alors, moi, avec moi, ça devient 1, 2. Voilà, 1, 2. Ça, c'est un nombre qui est pair. Donc ici, ça donne un 1. Vous allez avoir 1 moins 1, c'est 0. Et par conséquent, n est congru à 0 modulo 11. Et par conséquent, 11 divise n. Ça va? Donc, exprès, j'ai mis les puissances avec une autre couleur parce que cette partie concerne les puissances. Ça va? Et voilà. Donc, j'ai appliqué le critère. Ça y est? Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Vous avez la somme de tous ces nombres. La somme, ça donne quoi? Ça donne un 0. Voilà. Ça y est. Et par conséquent, n est congru à 0 modulo 11. Et par conséquent, le 11 divise n. Ça va? Bon. Deuxième question. On vous donne 2011. 2011 et on vous demande de montrer que ce nombre est premier. Qu'est-ce que je vous ai dit dans le cours? Vous prenez la racine de 2011. Si vous vous rappelez, on a écrit que racine de n doit être plus petit que p. Ça y est, c'est la même chose si vous écrivez p carré inférieur à 1. Vous vous rappelez de ce théorème? Voilà, on l'applique ici. Donc, vous appliquez racine 2011, ça donne 43, je crois, c'est ça, si je ne me suis pas trompée. C'est-à-dire P carré, en appliquant cette relation, P carré doit être plus petit que 2011. Avec P, tous les nombres premiers, je répète, tous les nombres premiers qui sont plus positifs, qui sont plus petits que 2011. Quels sont ces nombres premiers?
Alors, on commence par 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 37, 41, 43. Ça y est, tous ces nombres premiers sont plus petits que quoi? Que 43. Parce que ici, vous avez 43, si je ne me suis pas trompée. Ça y est? Alors, si vous prenez tous ces nombres, si vous effectuez la division, parce que moi, je n'ai pas effectué les divisions, c'est à vous de les faire. Prenez 2011. Vous allez diviser cette division par P. Par P, vous allez avoir un quotient, vous allez avoir un reste. Vous allez avoir un reste différencié. Voilà. Donc, tous les nombres, si vous prenez n'importe quel P, n'importe quel nombre premier qui appartient à cet ensemble, je répète, quel que soit, P appartenant. Ça y est, alors on a dit P carré inférieur 2011 avec P premier, ça y est, et un P, quel que soit P, ça y est, appartenant ici. Regardez, j'ai mis ici les pointillés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à vous de les faire, ça y est. Alors, effectuez les divisions, ça y est, vous allez appliquer les divisions ici, division, avec un S, vous allez effectuer les divisions, 2011 par P, divisé par Q, vous allez avoir un S, un R. Donc, toutes les divisions de 2011 par n'importe quel P qui appartient à cet ensemble, vous allez trouver un quotient. Ça y est, je vais écrire ici QI, voilà, et vous allez avoir ici RI, c'est-à-dire un reste, tel que RI est différent de 0. Ça y est, et par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 2011 n'est pas divisible par ses nombres premiers, et par conséquent, 2011 va être un nombre premier. Ça va? Alors, et puisque aucune de ces valeurs, les valeurs de P, aucune de ces valeurs de P, j'ai oublié ici, voilà, de P, ne divise pas 2011, et donc 2011 est un nombre premier. Et par, je prépare et par conséquent. Vous êtes d'accord? Je vais écrire et par conséquent. Alors par conséquent, quoi? 2011 est un nombre premier. Est un nombre premier. Ça va comme ça? Alors moi je ne peux pas effectuer les divisions, ça y est. Donc ici, le cours, vous prenez tous les nombres premiers plus petits que 43. Voilà, je les ai marqués ici. Après, quel que soit P, les divisions, voilà, s'il vous plaît, voilà, une flèche, ça va, les divisions. Vous allez appliquer les divisions, je mets des pointillés, ça y est, 2011 par P, vous allez trouver des QI, RI avec RI différent de 0, ça y est, et puisque aucune de ces valeurs de P ne divise 2011, et par conséquent 2011 est un nombre premier, le jour du bac, si on vous donne ça, vous devez effectuer une division, ça y est, voilà. Maintenant, troisième question. Alors moi j'ai mis des pointillés s'il vous plaît, c'est à vous de compléter, ça va? Troisième question, montrez que 2011 divise N. N'oubliez pas que 2011 est un nombre premier. Ça y est, alors on commence. On va appliquer Fermat. Voilà, maintenant, le théorème de Fermat, on va l'appliquer. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 10 et premier avec 2011. 2011, premier. Et vous avez 10 plus petit que 2011. Vous avez remarqué 10 plus petit que 2011. Si vous l'ajoutez, vous l'ajoutez. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le 10 avec 2011. Vous avez 10 et plus petit que 2011. Vous l'avez remarqué. Vous êtes d'accord? Bon. Je répète, pour appliquer Fermat, vous devez avoir 10 avec le 2011. Tous les deux nombres doivent être premiers entre eux. Et un nombre, le plus grand, doit être premier. Donc, s'il est premier, regardez, je vais changer les couleurs. Alors, si vous avez ici un nombre P, le nombre P, c'est-à-dire premier 2011, ici vous retranchez 1. Donc ici, vous allez avoir 2010. Et voilà. Ça y est, ça c'est le petit théorème de Fermat. Vous vous rappelez, si vous avez A premier avec P donc premier, donc A puissance P moins 1 est congruent à 1 modulo P. Petit théorème de Fermat. Ça va? Je continue. Donc, vous allez mettre le 1 de ce côté. Vous allez avoir 10 puissance 2010 moins 1 est congruent à 0 modulo 11. Ça y est. Alors, donc, j'écris cette ligne deux fois. Donc, normalement, je dois l'enlever. Regardez, j'écris la ligne deux fois. Je vais l'enlever.
Attendez, et faire monter cette ligne. Alors, donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 9n, c'est quoi 10 puissance 2010 moins 1? Alors, j'ai déjà écrit ça. C'est, regardez, l'écriture de n. L'écriture de n, là voilà, regardez. n s'écrit sous forme de 11K. Ça y est. Et c'est quoi 11K? Comment on a fait pour trouver 11K? Voilà, l'écriture de n. Voilà, ça. Regardez. Voilà le n. Ça. Voilà, attendez. On va dépasser les limites. Voilà. Ça y est. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez n est égal à 10 puissance 2010 moins 1 sur 9. C'est-à-dire 10 puissance 10 puissance 2010 moins 1 est égal à 9n. Ça y est. Alors cette ligne, je vais mettre une couleur. Attendez, donc cette ligne, celle-ci. Ça y est, je l'ai utilisée ici. Ça va? Vous avez remarqué? Voilà. Ça y est, voilà, donc cette ligne, voilà, pour connaître la provenance de cette écriture. Ça y est, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? À quoi est égal 10 puissance 2010 moins 1 est égal 9n. Voilà, je vais faire remonter cette ligne, parce que celle-ci, je l'ai écrit deux fois. Donc, ça donne ici 9n, et congru à 0 modulo 2011. Clair? 2011. Et voilà. Donc ici, ce n'est pas la peine de laisser la dernière. Ça va comme ça? Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 2011 divise 9n. Regardez, ça veut dire que 2011 divise 9n. Or, 2011 est un nombre premier. Et 9 est plus petit que 2011. Donc il est, regardez, premier, donc il est premier avec 9. Je répète, 2011 est un nombre premier. Il est plus grand que 9. Et dans ce cas, vous allez avoir ici 2011 et 9 sont premiers. Parce qu'il n'y a aucun nombre qui divise 2009. Et 9, 2011. Et 9 est plus petit que 2011. C'est-à-dire, aucune relation entre le 9 et 2011. Alors, d'après Gauss, un nombre C divise A fois B. Écoutez, d'après le théorème de Gauss, un nombre C divise A fois B. C est premier avec A. Donc, C va diviser 1. Je vais écrire, mais je vais effacer. D'après Gauss. Ça y est, regardez. C divise produit A fois B. C'est ce que j'ai fait. Et vous avez C premier avec A. Donc, d'après le théorème de Gauss, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir C divise B. Théorème de Gauss. Ça y est, c'est ce que j'ai appliqué. Donc, dans cet exercice, on a vu les suites géométriques. On a appliqué les critères de divisibilité par 11. Ici, on a appliqué Fermat. Et ici, on a appliqué Gauss. Donc, vous remarquez un petit exercice. On peut appliquer plusieurs théorèmes. Dans ce cas, il faut apprendre le cours par cœur, s'il vous plaît. Comme ça, dans chaque étape, vous allez savoir laquelle des parties du cours vous devez appliquer. Clair? Très bien. Donc, 2011 est égal à 9 fois n. 2011 premier avec 9. Donc, 2011 va diviser n d'après Gauss. Et voilà, on a trouvé. Clair? Bon. Encore un théorème de Gauss. Alors, je vais effacer le théorème et je passe à un autre maintenant théorème de Gauss. Alors, si vous voulez le cours par cœur. Alors, j'écris ici les propriétés. Alors, qu'est-ce que vous avez? Théorème de Gauss, un autre. Donc, ici, je parle des théorèmes des propriétés. Donc, ici, vous avez un nombre A divise C. Un nombre B divise C. Et A et B sont premiers entre eux. Donc, vous allez avoir le produit A fois B va diviser C. Voilà ce que j'ai appliqué d'après Gauss. Toujours, il faut mentionner le nom du théorème. Ça va? Donc, vous avez 11 divise n d'après la première question. 2011 divise n d'après cette question. Le 11 et 2011 sont premiers entre eux. On a dit tout à l'heure 2011 est un nombre premier. Le 11 plus petit que 2011, puisqu'il est premier, il n'est pas dit. Il n'y a aucune relation entre 2011 et les 11. Et par conséquent, 11 et 2011 sont premiers entre eux. Donc, vous voyez, et par conséquent, leur produit va diviser. Produit va diviser C. Ça y est, et le produit est égal à 22 121. Et voilà, on a terminé. Au deuxième exercice, on a vu ça dans les petites classes et en première science maths. On avait appliqué le raisonnement par récurrence pour montrer que 7 divise seconde. Mais maintenant, non, on veut appliquer les congruences. Alors, pour les congruences, on joue sur les puissances.
Les puissances qu'on connaît, quels sont les noms qu'on connaît? Alors ici, vous avez un 2, vous avez un 3, et ici, vous avez un 3. Le 1, je n'ai aucune idée. Vous avez divisé par 7, s'il vous plaît, ici. Vous avez 3. 3, aucune relation entre le 3 et le 7. Par contre, si vous prenez 3 au carré, toujours vous cherchez un nombre, je répète, un nombre, avec une certaine puissance simple, la plus simple possible. De telle manière, si vous divisez ce nombre avec le nombre, dont le nombre, par ici vous avez un P, si vous divisez ce nombre par P, vous allez trouver ici un reste qui est très très simple. En général, on ne demande que des 1, parce que les 1 en général sont des nombres, même si vous appliquez les puissances, le 1 ne change pas. Ou bien le moins 1. Le moins 1, quand la puissance est paire ou bien impair, comme on a fait ici. Si c'est pair, c'est un 1. Si c'est impair, c'est un moins 1. Allez, on continue. C'est quoi 3 au carré? C'est un 9. Écoutez bien, 9 divisé par 7, ça donne 1, il va rester un 2 en tant que reste. On a vu dans le cours des congruences, si vous appliquez une puissance n, vous l'appliquez aussi ici. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Si vous avez 2, vous avez 2. Si vous avez 3, vous avez 3, 2009, 2009. Ça va? Alors, je continue. C'est quoi 2 fois 1? 2, parenthèse n, ça donne 2n, 2 puissance n. Ça y est? Bon. Alors, maintenant, il me reste le 3, ce 3, la puissance 3. Encore, ça c'est la première étape. Donc, ça c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point. Encore, je refais le même travail. 3 au carré, c'est 3 au carré, cette valeur est congrue à 2 modulo 7. Moi, j'ai un 3 ici. Donc, pour avoir 3 puissance 3, j'ai multiplié ici par 3 et ici par 3. 3 au carré fois 3, ça c'est la puissance 1. Donc, ça donne la puissance 3. Voilà, j'ai trouvé le 3. Et ici, vous allez avoir 2 fois 3, c'est un 6. Or, le 6 est plus petit que 7. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Vous pouvez écrire 6 moins 7, ça donne un moins 1. Clair? Donc, vous allez avoir 3 puissance 3 est congru à moins 1 modulo 7. Mais quelle est la relation que vous avez entre le premier encadrement et le deuxième encadrement? C'est un produit. Donc, si vous prenez cette ligne et vous la multipliez par celle-ci, j'ai le droit. Donc, vous allez avoir 3 puissance 2n fois 3 puissance 3. Voilà. 3 puissance 2n fois 3 puissance 3 est congru à 2 puissance n fois moins 1. 2 puissance n. Regardez les encadrements. Je vais prendre cette ligne avec cette ligne. Voilà, je mets les flèches. Ça va comme ça? Attendez, je vais essayer de régler tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, vous allez prendre cette ligne et celle-ci. Et celle-ci. Alors, c'est à vous d'écrire correctement. Ça y est, essayez d'écrire d'une manière très très soignée. Et voilà, ça va. Alors, cette ligne et cette ligne, effectuez le produit. Vous allez voir 3 puissance 2n fois 3 puissance 3 est congru à 2 puissance 1 fois moins 1. Ça y est, 2n et 3, vous faites la somme des puissances. Vous allez obtenir 3 puissance 2n plus 3, et ça, je ne peux rien faire, donc ça va rester comme ça. Clair? Bon. Maintenant, j'ai terminé avec les 3. Voilà, les 3, c'est fini. Maintenant, je passe en parallèle pour le 2. Le 2, vous avez 2 puissance n et 3. 2 puissance n, je n'ai aucune idée sur le n. Donc, ça va rester 2 puissance n et ce côté 2 puissance n. Par contre, le 2 puissance 3, c'est quoi 2 puissance 3? C'est un 8. Écoutez bien, s'il vous plaît. Ici, c'est un 8. Si vous divisez 8 par 7, il va rester 1 et le reste, ça va donner 1 et le reste, ça va être un 1. Clair? Et après, vous allez effectuer le produit, la première ligne avec la deuxième ligne. 2 puissance 1 fois 2 puissance 3, c'est 2 puissance 1 fois 1. Alors ici, vous allez faire la somme des puissances. Donc ici, vous allez avoir n plus 3. Et ici, 2 puissance n fois 1, il va rester 2 puissance n. Ça y est? Donc, conclusion ici, vous allez avoir la puissance, c'est 2 puissance n. Et ici, vous allez avoir 2 puissance n. Alors, j'ai pris la première ligne. Alors, j'ai pris cette écriture et cette écriture. Et voilà, regardez, ça va? Donc, voilà. Donc, je vais encadrer. Ça, je l'ai appelé 1 et ça, je l'ai appelé 2. Maintenant, vous allez effectuer la somme. Pourquoi la somme? Parce que ici, vous avez ainsi plus. Et voilà, ça y est. J'ai le droit, ça plus ça, et combien ça plus ça? Donc, vous allez avoir 3 puissance 2n plus 3, plus 2 puissance 1 plus 3, et congruent à ça plus ça donne un 0. Et voilà, et par conséquent, le 7 divise ce nombre. Ça va? Très très bien. Alors maintenant, on va passer à une autre vidéo. Maintenant, je vais vous donner des exercices. Avant les exercices, il manque une petite partie de cours, les critères de divisibilité, d'accord? Et après, je vais vous donner des exercices un petit peu difficiles.
Parce que ici, c'était que des petites applications simples. Mais maintenant, les vrais exercices. Allez, à tout à l'heure.